On se retrouve déjà, on est déjà de retour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, 17h après avoir parlé de Liverpool, petite projection sur leur effectif, à quoi est-ce que ça ressemble, comment ça joue, l'équipe à suivre de 2025-2026 peut-être, on en discutait un petit peu hier, mais quelques heures avant que je tourne, Chevalier au Paris Saint-Germain annoncé. Fabrizio Romano en parle comme étant, on est au stade finaux du deal, 40 millions d'indemnités, et des bonus qui sont encore en train d'être discutés entre Nasser Al-Khelaifi et l'étang. Mais un deal accepté par Lucas Chevalier, et normalement ça devrait se régler autour de 40, on entend parler peut-être 55, s'il y a des bonus, des gros bonus, j'imagine plus proche des 40. Chevalier au PSG, waouh, c'est un gros move, et c'est pas un move isolé, bien sûr ses ramifications sont profondes. Quid de Didio? Le PSG a dans son effectif le futur vainqueur du trophée Yashin 2025, qui donc devrait partir. 3 points d'interrogation. J'avoue que c'est un move qui m'a surpris. Moi, j'en parlais l'autre jour dans cette vidéo Mercato idéal du PSG, je le voyais plutôt comme un move de négociation pour obtenir finalement la prolongation de Donnarumma à des conditions avantageuses, etc. Apparemment, non. Ça devrait se faire. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais aussi plusieurs choses à dissocier. Je vais commencer par la première dimension, pour moi, clé de l'analyse, la calculatrice. La dimension économique, mathématique, froide. Essayons de se mettre dans la réflexion de l'état-major du PSG. On a un joueur, Donnarumma, qui a 1 an de la fin de son contrat, qui a 12,7 annuel, et qui veut, on imagine, une augmentation pour prolonger, en sortant de sa superbe saison, le PSG champion d'Europe, lui futur vainqueur du trophée Yashin, etc. On ne connaît pas les chiffres bien sûr n'ont pas filtré, mais c'est raisonnable de penser que ce que veut le camp Donnarumma, son agent, c'est quoi? Il a 26 ans, peut-être une prolongation de 4 ans, à peut-être quoi, 15 millions annuels, ce qui n'est pas déraisonnable, ce serait le 3e plus gros salaire du club, avec les départs à venir de Skriniar et d'Asensio, derrière Dembélé et Kfara, Dembélé qui a 18, Kfara à 16,3, Donnarumma 15 sur 4 ans, 60 millions au total. C'est pas choquant, mais c'est pas mal. 15, c'est pas mal. Courtois est à 15. Alisson, qui a fait une très grosse saison lui aussi, est à 7,8 en livres, disons 9 en euros. David Raya, qui n'a pas le même statut, qui n'a pas la même histoire que Donnarumma, mais qui a fait une très très grosse saison aussi, qui est très important à Arsenal, est à 5,2 en livres. Ok. Neuer est à 21, certes. Oblak est à 21 aussi. Eux aussi, leur historique est différent, leur âge est différent. Peut-être même que l'agent de Donnarumma voulait plus que 15, en étant sacré dans quelques mois comme étant le meilleur gardien de la saison en Europe. Est-ce qu'il voulait peut-être le meilleur salaire du club à Paris? On ne sait pas exactement, mais ça, c'est une première chose. Le salaire, on peut imaginer que c'était dans ces eaux-là. La deuxième chose, dans cette logique mathématique froide, si tu prolonges Donnarumma, forcément tu le vends pas. Tu le prolonges, tu le vends pas. Donc tu t'assois sur une indemnité de transfert, peut-être au seul moment où c'est encore possible de l'obtenir. Généralement, à 1 an de la fin de son contrat, c'est pas une très très bonne position de négociation pour un club vendeur, on sait. Mais là, Donnarumma sort d'une très grosse saison. Sa cote a remonté. Pour la première fois depuis un moment, elle était en chute libre depuis 2021, en tout cas en chute libre puis un peu contrôlée. Elle a remonté. Elle est maintenant à 40 millions, selon Transfermarkt. Depuis les dernières rumeurs, Chevalier, etc., on parle de Manchester United, on parle de Chelsea, on parle de certains clubs qui seraient sur le dossier, etc. Il y a possibilité de vendre Donnarumma cet été et d'en tirer un billet. Peut-être même un beau billet. Il a que 26 ans, il vaut quelque chose sur le marché des transferts. Le meilleur gardien d'Europe de la saison qui est disponible. Paris peut en tirer un bon billet. Donc, économiquement, la différence, c'est pas seulement prolonger ou vendre, c'est prolonger en augmentant. C'est l'option intermédiaire de perdre libre l'an prochain, ou alors c'est aujourd'hui se séparer d'un gros salaire et toucher une indemnité de transfert. Il y a un gros écart entre les deux. Même en payant 40 millions pour Chevalier. Parce que si tu vends Donnarumma dans ces eaux-là, 40 millions après tout, c'est son montant Transfermarkt, peut-être ce sera un peu moins maintenant que, aussi en annonçant Chevalier, t'es pas dans une super bonne position. Ça, c'est quelque chose dont je vais parler tout à l'heure. Mais si tu vends Donnarumma, disons, dans ces eaux-là, même 30,
Bah, avec l'économie de salaire que tu fais, parce qu'apparemment Chevalier à Lille, il est à 1 annuel. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, il sera... Je sais pas, on peut regarder par exemple les moves de l'été dernier, nouvelle politique salariale du PSG, des jeunes espoirs, des joueurs à fort potentiel. Par exemple, Neves a été pris à 4,8, Pacho à 4,5, des joueurs plus reculés que Désiré Doué qui est à 6, Barcola il y a 2 ans à 6,6. Mais je regarde par exemple Safonov quand il a été pris, c'était pas forcément, d'ailleurs ça dit des choses aussi un petit peu sur ce dossier, mais Safonov quand il a été pris, c'était pas forcément à la base pour être un numéro 2, et il est à 3. On peut imaginer que Chevalier sera à plus que 3, mais peut-être dans ces eaux-là, 4,5, 5, quelque chose comme ça. Je pense que si tu as Chevalier à 5 millions par an par rapport à Donnarumma, 15 millions par an, sur 5 ans, ça fait 50 de différence. 50 de masse salariale libérée, c'est 50 Nuno Mendes. C'est un peu moins de 50 Vitinha, quasiment 50 Vitinha. C'est 4 ans d'Achraf Hakimi. C'est en gros un joueur niveau titulaire en plus dans ton effectif. On parlait l'autre jour dans le mercato idéal du PSG, on parlait de joueurs genre Akliouche, Guerra, Stiller, Casado, Jachari. Un joueur niveau titulaire qui a besoin d'être amené au PSG, au moins un, au milieu de terrain, un offensif en plus, un remplaçant d'Hakimi à la CAN, Zabarni qui devrait arriver. Il faut le payer. Après, il y a quand même la question de l'indemnité, c'est vrai. Combien est-ce que tu récupères effectivement pour Donnarumma? Parce que c'est beaucoup, beaucoup moins que ce que tu récupères pour Chevalier, ce que tu payes pour Chevalier. Niveau balance comptable, peut-être tu t'y retrouves un peu moins. Mais regardez le foot aujourd'hui par le prisme des indemnités, c'est regarder qu'une partie de l'équation. Et je pense pas la partie la plus importante. Parce que les salaires, c'est pas que combien ça pèse à la fin dans la balance. Souvent, d'ailleurs, c'est plus que l'indemnité, répartie sur 4-5 ans. Mais c'est aussi quelque chose qui conditionne énormément la flexibilité de ton effectif. Ça rend plus ou moins rigide. Donner des gros salaires, avoir une politique qui est pas capte comme le PSG veut la mener actuellement sur les salaires, et bah dès que ton joueur te plaît plus, il est maintenant quasi impossible à bouger. Parce que lui ne veut pas forcément partir. S'il a baissé en performance, ça veut dire que c'est des clubs inférieurs souvent qui peuvent te le relancer. Bah, eux, du coup, au niveau politique, salarial, ils s'y retrouvent pas du tout, parce qu'ils sont incapables de payer un joueur 18, 20, 22 millions par an. Donc tu te retrouves avec des poids morts impossibles à bouger. Il n'y a que des prêts, mais t'enchaînes les prêts, etc. C'est pas une très bonne position. Et le Paris Saint-Germain a connu pas mal cette position. Heureusement encore qu'on vit dans un monde, pour le Big Five, qui a des oiseaux entre les dents du crocodile qui sont en train de récupérer un petit peu les déchets, les bouts de nourriture coincés entre les dents. Ça permet d'ouvrir des portes de sortie salariale, des fuites par le haut à niveau économique, qui nous sauvent un petit peu. Mais sinon, tes gros salaires, t'as intérêt à ce qu'ils jouent bien, parce que maintenant, t'as payé un gros salaire, t'es coincé. Quand un joueur signe son gros contrat, son gros salaire, en plus, souvent ça coïncide ensuite avec un déclin des performances, parce que déjà, il devient plus âgé, mais aussi parce que peut-être l'incentive de performer est plus forcément là. T'as trouvé ton gros salaire, t'as trouvé ton gros contrat, t'as maintenant 80 millions garantis sur 4 ans. Ah, parfois, ça correspond avec un petit déclin des perfs. Et dans notre foot, de la jeunesse, de l'intensité, le foot sans crédit, sans statut, où les meilleurs joueurs, c'est ceux qui ont la dalle, qui donnent tout, qui font les efforts, etc., qui sont à la merci du coach et qui suivent la star principale de l'équipe, le coach. Dans ce foot-là, c'est le foot des équipes jeunes et c'est pas le foot des gros salaires. Donc tout ça pour dire que froidement et mathématiquement comme ça, si le PSG a l'opportunité de troquer un gardien de 26 ans, ce qui n'est pas du tout âgé pour un gardien, mais quand même 26 ans par rapport à 23 pour Chevalier, et qu'il y en a un qui coûte 15 annuels et l'autre 5 annuels, et bah peut-être que du coup tout ça, il ne faut pas le voir comme Donnarumma versus Chevalier, mais Donnarumma versus Chevalier et une recrue, avec la masse salariale que ça te libère. C'est peut-être Donnarumma versus Chevalier et Akliouche, Chevalier et Guerra, Chevalier et Stiller, Casado, Jachari, etc. Peu importe, le gars qui sera pris, le gars supplémentaire qui sera pris, les gars supplémentaires qui sont pris, parce que le PSG, pour moi, doit quand même avancer sur quelques postes dans ce mercato estival. Donc tout ça, c'est pour dire, c'est la logique mathématique, et je pense qu'elle est saine. En tout cas, je la comprends. La deuxième logique, la dimension sportive, le terrain, après la calculatrice, le rectangle vert. Et sportivement, est-ce que Paris perd au change? Alors l'autre jour, on a fait cette vidéo avec Stan
notre classement du trophée Yashin, les gardiens d'or. On a lancé la route vers le ballon d'or en parlant d'abord des gardiens. Évidemment, on a mis Donnarumma numéro 1 pour sa saison. Je veux dire, Donnarumma, cette saison, de mémoire, je peux te sortir 9 ou 10 arrêts clés dans une campagne européenne victorieuse où tu vas au bout. Énorme à Anfield, la séance du tir au but, énorme contre Arsenal, demi-finale aller, demi-finale retour, énorme contre Aston Villa, surtout au retour à Villa Park, sur Rashford, sur Asensio, etc. Le sacre du Paris Saint-Germain en Champions, sans Donnarumma, impossible. Malgré ça, dans toute cette vidéo, j'ai fait une intro de 10 minutes, on a commencé avec la liste complémentaire, j'ai dit bon, il y en a un que j'ai pas mis dans le top 5, son club n'a pas fait une énorme saison, mais sinon il mériterait d'être dans le top 5. Et je disais, c'est Lucas Chevalier, qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1, donc devant Donnarumma, parce que Donnarumma en Ligue 1 n'a pas fait une grande saison, plus 7.2 PSXG pour Lucas Chevalier, il a rapporté 7 buts à Lille. Contre le Real Madrid, immense 5 arrêts, 1.99 buts évités, les expected goals on target. 4 arrêts contre l'Atlético. Contre la Juve aussi, il a été énorme. J'en parlais dans la vidéo avec Stan, je suis content, maintenant je peux vous montrer les images. Sur cette reprise de Vlahovic qui est parfaite, en pleine lucarne, et qui sort avec un arrêt miraculeux, comme Vlahovic passe devant son vis-à-vis, il pense qu'il a marqué. Le contact est tellement bon, celle-là, il l'a vu au bout, il l'a vu finir dans les filets 10 fois. Il pense qu'il a marqué, et derrière il se retourne, ah non, j'ai pas marqué. Il dit, se prend la tête entre les mains. Quel arrêt énorme de Chevalier, et sortir des buts avec des arrêts banksiens comme ça, sortir des buts qui semblent être déjà rentrés, face à João Neves ici, sur le changement de direction, l'arrêt, il est spectaculaire. Face à Gaëtan Laborde, ici, la frappe, elle est pleine de lucarne, il la sort d'une claquette, et tout le monde se prend la tête entre les mains. Incroyable ce qui vient d'être fait. Il y a vraiment des arrêts où il enlève des buts, comme ça. Et sur le shot stopping pur, pour un gars qui fait quoi 1m92 selon FBref, je vois 1m87 ailleurs, disons 1m90 si on fait la moyenne. Pas facile de trouver vraiment la vraie taille de Lucas Chevalier. Mais pour un mec qui est plus 0,22 PSXG, moins GA, moins but encaissé par 90 minutes, 90e centile en Europe, et ça prend aussi en compte la Champions, il a de l'expérience Champions, plus 0,22, Donnarumma c'est moins 0,04. Donnarumma était dans le négatif cette saison sur le shot stopping, parce qu'en Ligue 1, il n'a pas fait une très bonne campagne, c'était surtout la Champions. Même s'il a fait des progrès cette saison, ça reste aussi un gardien qui est stylistiquement imparfait pour Luis Enrique. La qualité au pied n'est pas élite. En Coupe du Monde des clubs, ça a été un peu visible aussi face à la pression du Bayern, de Chelsea, peut-être ça a joué dans la réflexion. Alors que Chevalier au pied, c'est meilleur. Il a une meilleure qualité de distribution. Quelque chose qui peut m'inquiéter un petit peu pour Chevalier, c'est peut-être son impact en dehors de sa ligne. 5,4% de centres stoppés, disons 5%. Ça ne le place même pas dans le premier tiers des gardiens en Europe, alors que Donnarumma, c'est plus élevé. 6,6%, ça met 61e centile. C'est mieux. Il n'était pas le meilleur dans cet exercice, mais il était quand même plus haut que Chevalier. Il y a aussi un truc avec Chevalier, c'est le pourcentage, le nombre d'actions défensives en dehors de la surface de penalty. Pour une équipe qui a la ligne haute comme le PSG, qui peut presser et te prendre à la gorge, c'est important d'avoir un gardien libéraux qui peut sortir. Peut-être que ça, on ne peut pas vraiment le blâmer, c'est juste stylistiquement, Lille n'était pas une équipe avec la ligne très haute, donc il n'y a pas tant d'opportunités que ça. J'ai quand même vu des moments comme contre le Real Madrid ici, Camavinga qui lance Vinicius dans le dos, il sort au contact, ok, il est là. Derrière, il panique un petit peu peut-être, il y a quand même du progrès à faire. André lui dit tranquille, on peut la jouer, il y a du monde autour de lui, et il envoie la grosse chandelle, mais au moins il était sorti, et il a montré qu'il était capable de sortir haut, même loin de sa ligne de but, même si c'est dans la surface, donc c'est des choses qui ne sont pas prises en compte par ces chiffres ici, action en dehors de la surface, mais ici il est quand même au bord de sa surface, il gagne son duel avec Vinicius, ensuite celui avec Hendrick, donc il a quand même quelque chose là-dessus. Donnarumma est supérieur sur un truc, c'est clair, les tirs au but. Chevalier est pas mauvais, mais il n'a pas stoppé un penalty depuis la saison 23-24, depuis le 3 décembre 2023, et les 9 derniers auxquels il a fait face ont été convertis. Donnarumma, c'est un gars qui gagne des séances de tir au but à Anfield en finale d'Euro. C'est pas la même chose. Honnêtement, à ce stade, c'est dur de dire si c'est une véritable upgrade ou downgrade par rapport à Donnarumma sur le niveau actuel,
Mais disons qu'avec Lucas Chevalier, ce qui est certain, le potentiel, il est là. Et tu continues de bâtir un effectif de dalleux. Ça, je pense que c'est super important. Tu continues de bâtir un effectif de joueurs sans statut, qui ne se considèrent pas comme des produits finis. Peut-être que tu prends un joueur au niveau relativement équivalent à Donnarumma. Peut-être que stylistiquement, il correspond un peu mieux à ce que fait Luis Enrique. Peut-être qu'il a un peu plus de potentiel. Ce qui est sûr, c'est qu'il est 3 fois moins cher. Alors, il y a d'autres éléments. Déjà, le message. Le départ de Donnarumma, je pense que le message envoyé, il y a 2 manières de lire. La première, j'aime pas trop. Le message qui est envoyé au vestiaire, c'est que ton gardien titulaire, héroïque en Champions, tellement apprécié par le groupe, on se souvient des célébrations avec Marquinhos, ils avaient vraiment développé un truc, le triangle de fer avec Pacho, les célébrations constantes, il y avait une véritable osmose, il y avait quelque chose. Je pense que la réaction générale du monde du foot, qui est un peu surpris par la froideur de ce transfert, c'est sensiblement la même réaction qu'il y aura dans le vestiaire du PSG. Waouh, ok, ils ont fait ça à notre gars. Ça peut donner une ambiance un petit peu bizarre sur les prochains jours. Mais il faut dire aussi que la froideur de ce move, elle a peut-être aussi un côté galvanisant. Personne n'est au-dessus de ce club. Désormais, Paris a une nouvelle ligne de conduite, champion d'Europe ou pas de statut. Le crédit est réinitialisé. Et c'est cohérent avec la direction que prend le PSG depuis un moment. Donc le message envoyé, il est dur et je pense qu'il va piquer un petit peu au sein du vestiaire. Mais si c'est bien défendu, et surtout que c'est pas une économie de salaire pour économiser de l'argent. On sait que le Qatar ne cherche pas particulièrement à économiser de l'argent, c'est pas une réduction des ambitions pour retirer un peu de l'argent du club et se faire un billet. Le QSI n'a pas besoin d'un chèque. C'est pas de l'argent que Paris gagne ici, c'est des munitions sportives. Il n'y a pas de message envoyé de réduction des ambitions, clairement. Au contraire, c'est un move qui est froid, qui est un peu sans cœur, parce que Paris est extrêmement ambitieux et veut bâtir une dynastie. Et parce que, comme on a dit, c'est pas Donnarumma versus Chevalier, c'est Donnarumma versus Chevalier et une recrue que tu peux faire avec cet argent en plus. Bon, en plus, tu prends a priori le futur gardien de l'équipe de France, ça va. Niveau ambition, c'est pas catastrophique. J'ai quand même un énorme point d'alerte. Le pire scénario pour moi, est-ce que Donnarumma peut malgré tout rester? Maintenant que Lucas Chevalier, ça va se faire, ça, ce serait vraiment le pire. Financièrement pour lui, ce serait pas le pire move de rester et de prendre une énorme prime à la signature dans un an. On sait que c'est quelque chose qu'il a déjà fait par le passé, que les gros joueurs font de plus en plus. Et les options au poste de gardien cet été, genre c'est bon, Liverpool, ils ont Alisson, ils ont Mamardashvili, alors que peut-être dans un an, Alisson a pris de l'âge et Mamardashvili, on s'est rendu compte, on a parlé un petit peu, bon, c'est tôt pour le dire, mais on a parlé un petit peu dans cette vidéo, peut-être en tant que gardien libéraux, un peu compliqué à voir. Je sais pas s'il collerait très bien à Liverpool, je sais pas s'il collerait très bien à Man City, même s'il y a des rumeurs qui flottent. Le Real à Courtois, ils ont même Lunin. L'an prochain, par exemple, c'est la fin de contrat de Neuer au Bayern. Chelsea voulait Maignan cet été, ils vont pas le faire, ils vont rester avec Sanchez. Peut-être ils prendront Penders l'an prochain après son prêt à Strasbourg, mais peut-être il y aura une ouverture à Chelsea dans un an. Ce serait vraiment catastrophique pour l'ambiance dans le vestiaire. Pour le Paris Saint-Germain, on perdrait une partie de la logique économique qu'on a décrite parce que tu paierais 2 gardiens pendant un an. Et le gros salaire de Donnarumma de 12,7, tu le paierais un an de plus. Pas d'indemnité du coup, s'il part libre. Donc économiquement, c'est vraiment vraiment mauvais. Et en plus, le vestiaire envenimé par la concurrence Chevalier-Donnarumma, ça me plaît pas du tout. En plus de mettre une énorme pression sur Chevalier. Ça, ce serait terrible. Je me dis que rester un an sans jouer pour Donnarumma, c'est quand même difficilement envisageable. Il faut encore que l'Italie se qualifie pour la Coupe du Monde, et ça, c'est pas joué. Mais s'il y a Coupe du Monde, est-ce que tu peux véritablement arriver avec ton gardien titulaire qui n'a pas joué de la saison? Parce que Donnarumma, ça va pas être une alternance en mode toi tu joues la coupe et Chevalier joue le championnat. S'il reste, il va pas jouer. S'il reste, ça va être la mise à l'écart. Et derrière, en Italie, il y a des bons gardiens. Vicario à Tottenham, Carnesecchi, très bon gardien. Sans parler de Di Gregorio, Alex Meret, etc. Est-ce qu'il peut perdre sa place de titulaire avant l'Euro, avant la Coupe du Monde, s'il joue pas du tout? Ça, c'est peut-être l'espoir du PSG, mais le pire scénario, c'est vraiment, tu fais Chevalier, mais Donnarumma reste.
Et le fait d'avoir fait Chevalier aussitôt, que ce soit annoncé comme ça, peut-être ça joue bien dans la négociation, mais là maintenant, Paris aussi est un petit peu dos au mur. Ça, c'est ce que je regrette le plus dans cette situation, c'est que si ça traîne, si Donnarumma finalement choisit de rester, ce qui serait son droit, et économiquement, ce serait peut-être le plus pertinent pour aller chercher la grosse prime à la signature, sportivement, je suis pas convaincu, mais si c'est le scénario qui se dessine, imaginons, waouh, c'est pas ouf parce que ton gardien héroïque qui t'a en partie ramené la Champions, tu termines comme ça, la fin de l'histoire, elle est moche. Donc ça, ce serait vraiment le pire scénario que Paris peut éviter. Peut-être demain, un gros club arrive et a envie de prendre Donnarumma. Il reste un mois. Il reste du temps pour que ça se décante. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Un truc en plus qu'on peut ajouter, Paris est vraiment en train de devenir le Bayern français. Hein. Après avoir pris le meilleur joueur de Rennes, le meilleur joueur de l'OL, ils prennent le meilleur joueur de Lille, peut-être le meilleur joueur de Monaco d'ici quelques semaines. Pour la Ligue 1, c'est pas fou, mais bon, ça on le savait déjà. Par contre, je dois dire, pour l'équipe de France, c'est pas mal. Hein. Pour l'équipe de France, la colonie parisienne en bleu, ça c'est pas mal du tout. C'est un détail. Et le temps nous dira si c'était donc le bon move pour le PSG. C'est très dur à dire parce qu'il y a pas mal d'éléments qu'on n'a pas. Déjà, combien ça aurait coûté de prolonger Didio, on ne sait pas. Mais surtout, est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste pour moi? Ça, c'est le gros truc. S'il reste et que tu as les deux la saison qui arrive, j'aime pas beaucoup ça. S'il part et que tu prends Chevalier qui en salaire te coûte 3 fois moins cher, qui reste plus longtemps, qui est plus jeune, et t'as chopé une indemnité pour Didio au seul moment où tu aurais pu le faire, la logique mathématique froide de directeur sportif, elle est très bonne. Comment désormais va réagir Chevalier à la pression du Paris Saint-Germain? Il a montré énormément de qualité en Champions, ça c'est rassurant. Comment est-ce qu'il réagirait dans le cas où Donnarumma resterait? Ça c'est autre chose. Donc la réalité c'est que mon avis, il n'est pas encore tranché, ça va dépendre de comment évolue la situation. Il reste un mois, maintenant que tu en as pris un, maintenant que tu as pris un gardien titulaire, il en faut vraiment qu'un. Qu'est-ce que vous en pensez les potes? Comment vous le sentez, Chevalier au PSG? Et de quoi est-ce qu'on parle pour la prochaine vidéo qui interviendra peut-être dans moins de 17 heures. Prenez soin de vous les potes et on se dit à très vite. Bisous.